Bonjour Adrien, votre invité ce matin. Et bonne année à vous. Mon invité géopoliticien pour commencer cette année, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Avec lui, on va évoquer les risques d'une nouvelle offensive russe en Ukraine et poser la question peut-être essentielle, à quelles conditions le conflit pourrait-il s'arrêter en 2023 ? Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Merci beaucoup de débuter 2023 avec nous. Il y a un an, on aurait été ensemble à cette même heure. Aucun de nous ne pouvait imaginer qu'une guerre allait se produire, éclater en Europe quelques semaines plus tard. On peut faire le vœu, bien sûr, que cette guerre s'arrête cette année, mais peut-on en faire la prédiction ? Y a-t-il le moindre signe aujourd'hui qui nous laisse entrevoir une porte de sortie ? Non. Je dirais presque que c'est l'inverse. L'aggravation plutôt. On va vers l'aggravation et on comprend mieux, me semble-t-il, les motivations de Poutine. Et si on les comprend mieux, on est beaucoup plus inquiet. Car en réalité, on n'est pas dans le domaine du rationnel. Mais alors quelles sont-elles ces motivations ? Vous dites on les comprend mieux. Comment vous les identifiez ? Je crois que si on regarde l'aggravation, l'escalade sur le terrain depuis quelques jours, l'explication majeure, me semble-t-il, c'est que Poutine croit ce qu'il dit. Quand il dit on va dénazifier le régime ukrainien, quand il dit « je suis en lutte contre le satanisme du monde occidental », il est dans une pensée paranoïaque, mais ce n'est pas un jeu. Mais ça veut dire qu'il est dans une logique réellement d'une guerre, peut-être par procuration avec l'Occident, que l'Ukraine est un instrument pour lui d'opposition entre deux mondes, comme à l'époque de la guerre froide ? Oui. Oui, mais on est cette fois-ci, on n'est pas dans l'opposition entre deux systèmes. Ce n'est pas, comme on voudrait se rassurer et le penser, c'est pas seulement l'opposition entre régime autoritaire et régime démocratique. C'est un homme dont la pensée a dérivé. Et cet homme est au pouvoir. Mais c'est un homme qui aussi, par moments, se veut le porte-voix d'un autre monde. Au-delà de la Russie, il y a tous les peut-être indépendants, non alignés, qui ne sont pas dans le bloc occidental. Oui. Et qui l'entend aussi représenter d'une certaine manière face à nous occidentaux. Oui. Non, ça c'est certain. Il y a au fond, si on regarde le système aujourd'hui, vous avez le premier paradoxe, c'est que les États-Unis ne sont pas en guerre contre leur rival principal. Leur rival principal, et ils le disent et le répètent, c'est la Chine. Au temps de la guerre froide, il y avait l'opposition entre le bloc soviétique et le bloc occidental. Deuxième paradoxe, c'est que, en réalité, au-delà de cette opposition entre Chine, États-Unis et, entre parenthèses, Russie, États-Unis, il y a cette opposition que vous soulignez entre le Sud global et le monde occidental. Alors, vous nous disiez il y a quelques instants votre pessimisme, peut-être votre réalisme sur ce que peut être cette année 2023. Il y a quand même un mot qu'on a beaucoup entendu ces dernières heures à l'occasion des vœux présentés par les différents dirigeants internationaux, le mot de victoire. Oui. Volodymyr Zelensky, c'est certainement son rôle, le président ukrainien, a présenté 2023 comme l'année de notre victoire, je le cite. Les Américains aussi, via leur ambassadrice en Ukraine, qui dit « l'Amérique est absolument convaincue que l'Ukraine l'emportera en 2023 ». Est-ce que vous y voyez, comme on dit en anglais, du wishful thinking ? Est-ce que ça veut dire que c'est un vœu pieux ? Est-ce qu'on dit ça pour s'auto-convaincre ? Il y a un peu de méthode Coué ? Non, mais il n'y a pas d'autre choix. Plus les méthodes russes sont brutales, barbares, plus il choisit des cibles civiles, parce qu'il n'arrive pas à l'emporter sur le strict terrain militaire, plus il est important pour le monde occidental qui soutient l'Ukraine de dire il ne peut y avoir qu'une victoire face à la barbarie incarnée. Pas de statu quo en fait. Mais c'est là quel compromis trouver avec un homme qui est devenu complètement irrationnel. Et sur ce plan-là, la comparaison avec Hitler et la Seconde Guerre mondiale commence à s'imposer toujours davantage. Vous la reprenez à votre compte ? Oui.
Il y a un Oui. parallèle entre Vladimir Oui, Poutine et oui, Adolf oui, Hitler. oui. Alors, bien entendu, chaque cas est spécifique. L'obsession de Poutine n'est pas la même que celle d'Hitler. Mais au bout du compte, vous avez un homme qui est prisonnier de sa pensée. Et une pensée qui est devenue folle. Et je crois que tous ceux... en fait, les propos du pape, lors de son message de Noël, comment qualifie-t-il la guerre? Elle est insensée. C'est le mot qui lui vient spontanément à l'esprit. Et c'est important que le pape François ait utilisé ce mot, alors qu'au début du conflit, il avait choisi, en tant que premier pape latino-américain, de garder ses distances et de ne pas choisir, en réalité, entre les États-Unis et la Russie. Précisément parce qu'une partie du monde, en effet, n'a pas choisi, dans le monde latino-américain. Vous venez de dire à l'instant, il y a un parallèle entre les deux hommes, Adolf Hitler, Vladimir Poutine, par l'irrationalité, le caractère insensé de l'entreprise. Quand on pense à Adolf Hitler, on pense aussi génocide, on pense aussi mort des Juifs. Il se trouve que l'ancien grand rabbin de Moscou, en exil, appelle les Juifs de Russie à fuir le pays tant qu'il est encore temps. Il ne fait pas le parallèle tel que vous venez de le faire, mais il dit, à chaque fois, dans l'histoire russe, même sans parler de l'histoire allemande ou de l'Europe, à chaque fois que le système politique était en difficulté, le gouvernement a redirigé la colère et le mécontentement des masses vers la communauté juive. Est-ce que c'est aussi ce qui peut se passer en Russie? Est-ce qu'on en perçoit des signaux? Je crois que c'est très significatif que le grand rabbin de Moscou, qui a fui le pays. Alors il a quitté le pays, il est en exil politique, puisse aller jusque-là. Mais c'est un signe fort. C'est un signe fort consistant à dire, écoutez, le pouvoir est devenu fou. Quand le pouvoir devient fou en Russie, le premier exutoire, ce sont ces Juifs. Alors il y en a de moins en moins. Et ils sont partis pour beaucoup. Dans le million de Russes qui ont quitté le pays depuis le début de la guerre en Ukraine, on ne connaît pas les statistiques, mais il y a certainement eu un nombre important de Juifs. Même si c'est une communauté qui s'est beaucoup réduite au fil du temps et ça n'a rien à voir avec le début du siècle dernier. Revenons à cette notion de victoire. C'est aussi un mot qui a été employé par Emmanuel Macron dans ses vœux, de manière très claire. Il dit « Nous aiderons jusqu'à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable ». Le président français avait été très critiqué pour avoir prononcé les mots de garantie de sécurité. Il disait il y aura la dimension territoriale, les frontières de l'Ukraine, et puis il y aura l'équilibre des forces d'une certaine manière, une fois le conflit réglé et la manière de cohabiter avec la Russie qui est notre voisin. Est-ce qu'il dit ça aujourd'hui pour apaiser les Ukrainiens? Est-ce que c'est une manière pour lui de tourner cette page des garanties de sécurité? Je crois que le président a intégré le fait que Poutine était devenu pleinement irrationnel. Et son voyage à Washington a été important. Il a entendu démontrer il y était début décembre, en visite au président américain qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre la position française et la position américaine sur l'Ukraine. Ce qui se passe en Europe, il ne peut pas, lui, être le seul à défendre l'idée du dialogue avec Poutine s'il n'y a plus rien à discuter avec Poutine. Donc je crois que c'est l'épreuve de la réalité qui a poussé le président français à parler comme le fait aujourd'hui le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, comme le fait le président des États-Unis, comme le font les dirigeants occidentaux dans leur ensemble. Mais il y a quand même ces mots, ils bâtir une paix juste et durable. Comment on bâtit une paix juste et durable avec quelqu'un qui est insensé, pour reprendre vos termes, quand il s'agit de Vladimir Poutine? Parce que paix juste, qu'est-ce que ça peut être d'autre que de rétablir les frontières de l'Ukraine d'avant 2014? Quand je dis avant 2014, ça veut dire avec le Donbass, ça veut dire avec la Crimée. Qu'est-ce que peut être une paix durable quand on voit les volontés impérialistes de la Russie, de Vladimir Poutine, expansionnistes même? Oui. Ben c'est toute la question. D'une certaine manière, ça veut dire qu'il n'y aura de paix juste et durable que dans une Russie post-Poutine. Et pas seulement post-Poutine en tant que l'homme, mais post-Poutine en tant que vision expansionniste et impériale. Et l'idée
du président de la République, qui rejoint l'idée du président Zelensky ou du président Biden, c'est qu'en fait, il faut tenir jusqu'à ce que les Russes eux-mêmes réalisent qu'il n'y a pas d'espoir dans la voie qui a été ouverte par leur président, que cette guerre n'est pas leur guerre, mais est la guerre de Poutine. Et ce qui me paraît fascinant, c'est le contraste entre les vœux du président Zelensky et ceux de Poutine. En quel sens? Même le langage des corps est complètement différent. Il y a une sorte de défiance, de fuite en avant vers l'irréel dans le cas de Poutine, et au contraire d'optimisme, mais fondé sur la raison, dans le cas de Zelensky. Regardez comme nous avons résisté jusqu'à présent. Nous nous sommes surpris nous-mêmes. Eh bien, nous allons continuer dans cette voie. Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot de compromis. Oui. Comment on fait un compromis? J'y reviens, sachant qu'il y a la question du Donbass, de la Crimée. Est-ce que pour vous, ce compromis inclura forcément ces deux territoires dans le territoire ukrainien? Oui. En fait, la grave erreur de Poutine, c'est qu'un compromis était possible après son échec à s'emparer de Kiev dans les derniers jours de février ou les premiers jours de mars. Là, il aurait pu dire, écoutez, on en reste là, je garde la Crimée, je garde les territoires qui sont déjà sous mon contrôle, et puis vous acceptez cela. Et je pense que à cette période, Zelensky aurait été très heureux d'accepter ce compromis. Mais avec le passage du temps, avec le passage des atrocités commises par l'armée russe et des exploits réalisés par l'armée ukrainienne, on ne peut plus faire comme si le temps de ce compromis était encore possible. Mais est-ce que pour trouver quand même ce compromis, différent donc, d'une nature différente, on peut toujours garder à l'esprit la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Est-ce que c'est un instrument qui va contribuer à la renforcer pour montrer le soutien occidental, ou au contraire qui peut l'affaiblir en faisant pour Poutine une sorte de chiffon rouge qu'on agiterait? Je crois qu'on est très loin de cette phase. Dans un premier temps, je vous aurais dit il y a quelques mois, il faut distinguer entre l'adhésion à l'Union européenne. C'est non négociable. Il est évident que l'Ukraine a vocation à entrer dans l'Union. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ce n'est pas nécessaire. C'est une provocation inutile à l'égard de la Russie. Mais après 10 mois de guerre, après des centaines de milliers de Vous-même, morts, vous avez changé. sans doute, j'ai changé. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative. Au fond, la double erreur de Poutine, qui est une erreur majeure, qui restera dans l'histoire comme une sorte de leçon négative, c'est qu'il a sous-estimé l'Ukraine et il a sous-estimé la volonté d'union de l'Occident derrière l'Ukraine. Aujourd'hui, il faut qu'il en tire les leçons. Et les leçons, elles sont très négatives à l'égard de la Russie. Quelles leçons, vous voulez dire, à titre personnel, quitter le pouvoir, ou quelles leçons changer de stratégie? Là, je pense qu'à un moment donné, je le vois mal changer de stratégie. Si on s'acharne encore aujourd'hui à dire ce qui motive Poutine, c'est le cynisme, c'est la brutalité, c'est la réflexion, le Vatican, combien de divisions? Au bout du compte, je suis beaucoup plus fort. On passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette pensée paranoïaque dans laquelle il est entré, peut-être tout seul, au cours des derniers mois, sinon des dernières années. Réalité parallèle d'ailleurs qui apparaît dans ses vœux ce week-end. Il dit « l'Occident mentait sur la paix et se préparait à l'agression », donc il se présente comme une victime. Il dit « nous préserverons la grandeur et l'indépendance de notre pays ». Pour lui, c'est ça qui est en jeu, c'est l'indépendance de la Russie, c'est sa souveraineté. Il a eu même ces mots incroyables, la justesse morale et historique est de notre côté. Oui. À qui dit-il cela? À lui, pour s'en persuader, à sa population, à ses alliés? Les trois. À lui, c'est certain. Il est prisonnier de sa propre pensée. Aux Russes, il faut justifier les sacrifices que les Russes ont faits
et vont faire de plus en plus avec la mobilisation qui n'est sans doute qu'une première phase, et au reste du monde, ce qu'on appelle le Sud global. Ne croyez pas la propagande occidentale. C'est eux qui m'ont agressé, ce n'est pas moi. Et là, on retrouve, hélas, la comparaison avec l'Allemagne nazie avant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous retrouvez les discours de Hitler, c'est lui qui est l'agressé. Et c'est l'Europe démocratique qui l'agresse. La production d'un récit qui est sans lien avec la réalité, on le comprend. Il y a quand même, au-delà de la victimisation, encore une volonté d'agression de la part des Russes. Hier, sur cette antenne, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, faisait une prédiction, pour le coup, pour 2023. Il disait, on va aller vers un moment de massification. Les Russes vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Il voit, lui, une contre-attaque qui pourrait venir plutôt sur le plan terrestre, à l'horizon février-mars, à peu près autour de l'anniversaire, premier anniversaire de ce conflit. Et il dit d'ailleurs que ce premier trimestre 2023 va être déterminant. Est-ce qu'on va là, dans les semaines à venir, à votre avis, vivre un nouveau tournant de cette guerre? Est-ce que c'est une étape qui peut être décisive ou en réalité, ce sera une étape de plus, un rebondissement de plus dans un conflit qui a vocation à durer? Alors, tout dépendra bien sûr des résultats de cette contre-offensive russe. Spontanément, je ne crois pas que les Russes puissent réussir en février 2023 ce qu'ils ont échoué à faire en février 2022. Parce que leur armée est plus faible? Parce que leur motivation est plus faible. Parce que l'équipement des Ukrainiens est beaucoup plus fort qu'il ne pouvait l'être il y a un an, grâce à l'aide occidentale, et parce que les Ukrainiens sont prêts à souffrir. Leur motivation, je crois que c'est la clé. Ils savent que s'ils perdent la guerre, c'est la fin de l'Ukraine. Les Russes comprennent que s'ils perdent la guerre, c'est la fin de Poutine. Ça n'est pas la fin de la Russie. Oui, et puis d'ailleurs, on voit que les effets sur la population russe ne sont peut-être pas terminés, puisqu'une nouvelle vague de mobilisation est annoncée, alors annoncée par les Ukrainiens, mais ça ne risque pas de concourir à la popularité de Vladimir Poutine. Non. On a vu les résistances que ça crée. Je voudrais qu'on en vienne un peu plus largement, Dominique Moïsi, au rôle de la Chine. On a vu il y a quelques jours un entretien en visioconférence entre les deux dirigeants russes et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Comment peut-on définir aujourd'hui leurs relations? Est-ce que ce sont des alliés, d'égal à égal? Est-ce que ce sont des alliés de manière asymétrique, avec un puissant et un affaibli? Quels seraient les bons termes, à votre avis? Je crois, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le rapport entre ces deux alliés s'est inversé au fil des décennies. Dans les années 50, 60, 70, la Chine est le partenaire junior de l'URSS. Aujourd'hui, La puissance émergente. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et ce qui m'a frappé dans cette vidéoconférence entre Xi Jinping et Poutine, c'est le regard distant de Xi Jinping. Vous y voyez une réserve? Oui, oui. On sent que il se dit, oulala, tu veux m'emmener dans une guerre, mais cette guerre, ce n'est pas la mienne. J'ai d'autres priorités. Tu ne comprends pas où j'en suis en ce moment. Ma guerre, elle est contre le Covid. Elle n'est pas contre l'Ukraine. Et si je perds la guerre contre le Covid, je risque de perdre le pouvoir. Donc tu ne vas pas m'entraîner dans ton territoire qui est celui de la guerre. Ça veut dire que la Chine n'a pas intérêt à aider davantage la Russie? Non, non. Je crois que... Et c'est ce qui me paraît le plus intéressant, c'est qu'en réalité, en déclenchant cette guerre qui s'est mal passée, qui est une aventure militaire catastrophique, Poutine a aidé Taïwan dans le sens où les Chinois sont moins enthousiastes aujourd'hui pour se lancer à la conquête militaire de Taïwan qu'ils ne pouvaient l'être avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les Russes ont aidé, si j'ose dire, la cause de la paix dans les Balkans. On voit mal les Serbes aujourd'hui dire « nous relançons la guerre contre le Kosovo
on voit bien que c'est difficile la guerre. Ça ne marche pas. Difficile surtout de l'emporter, en l'occurrence. Voilà. Juste sur Taïwan, le président chinois, au cours de ses vœux, encore une fois, parce qu'on a eu beaucoup de déclarations ces dernières heures, dit quand même les peuples des deux côtés du détroit de Taïwan sont membres d'une seule et même famille. Oui. Il parle quand même de ce lien entre la Chine continentale et l'île de Taïwan. Ah ben, il n'a pas changé de politique. Et dans son esprit, en 2049 au plus tard, c'est-à-dire 100 ans après l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois en Chine, Taïwan sera revenu pleinement dans, entre guillemets, le camp de la Chine unie. Mais il y a entre ce discours général et le discours un peu des loups ambitieux, militaires, nous allons reconquérir Taïwan dans des délais très courts, il y a une différence majeure. Et il me semble que cette différence majeure, elle s'explique largement par ce qui est en train de se passer en Ukraine. Et donc, d'une certaine manière, et c'est le paradoxe, Poutine rend les autres guerres plus difficiles. À mener et à engager. Est-ce que vous pensez que les États-Unis réagiraient encore plus fortement si la Chine d'aventure venait à envahir ou tenter d'envahir Taïwan? Pas plus fortement, mais ils réagiraient fortement. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. C'est un casus belli. L'invasion de Taïwan par la Chine, c'est une déclaration de guerre de la Chine aux États-Unis. Vous faisiez allusion au Covid en quelques instants avant qu'on termine cet entretien. Pour quelles raisons, selon vous, Xi Jinping fait-il ce virage incroyable sur sa politique anti-Covid? C'est parce qu'il a peur que la population finisse par le déstabiliser, mettre à bas son pouvoir? Oui. En réalité, il est soumis à des pressions énormes, même de la part de son entourage, et en particulier de son entourage économique, qui lui dit « mais la politique zéro Covid, c'est une catastrophe. Nous ne pouvons pas continuer sur ce plan si l'on veut que la croissance reparte en Chine. » Et il montre sa faiblesse. D'une certaine manière, on passe d'un excès à l'autre, du zéro Covid au tout est possible. Tout est permis. Et là, la vraie difficulté, c'est qu'en réalité, les Chinois n'ont pas confiance dans leur vaccin. Et donc... Et il ne faut pas se faire vacciner, ce qui va compliquer évidemment la lutte contre l'épidémie. Un grand merci, Dominique Moïse, d'avoir commencé 2023 avec nous. Beaucoup de défis terrifiants mais passionnants. On l'a vu ensemble ce matin.